Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Nous souhaitons tous vivre un conte de fées, quelque chose qui sort tout droit de nos rêves. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certaines histoires doivent être laissées dans l'obscurité, là où elles doivent être jamais piétinées, jamais entendues. La mienne est une de ces histoires. Je m'appelle Amanda. J'ai 19 ans. Je vis avec mon père et mes 3 sœurs dans le sous-sol. Oui, vous m'avez entendu, le sous-sol, pour nous protéger des envahisseurs extraterrestres. Je ne suis pas folle, c'est vrai. Et le plus étrange reste à venir. Mon père travaille dans un centre de recherche scientifique. Et pour une raison inconnue, ils l'ont viré. Maintenant, il gère une petite bibliothèque. Le salaire n'est vraiment pas très élevé, mais c'est plus que suffisant. Quant à ma mère, elle est morte mystérieusement. Un jour, elle est rentrée tard du travail. Et quand papa est rentré, et que nous lui avons dit qu'elle n'était pas encore arrivée, il a appelé la police. Ils l'ont cherchée partout, et ont finalement trouvé son corps dans la rivière. Il était déjà trop tard. Le coupable était inconnu. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de quoi que ce soit. Ce jour-là, papa nous a réunis pour nous dire un secret. Il nous a dit que les extraterrestres avaient tué notre mère. Nous étions jeunes alors. Nous ne saisissions pas ce qu'il disait. Mais nous savions que papa ne mentirait pas. Il nous a aussi montré un papier avec une écriture étrange. Il nous a dit que le papier disait que les extraterrestres allaient envahir la Terre en quelques jours. Nous étions choqués. Ne sachant pas ce que nous devions faire, nous avons commencé à pleurer. Papa a donc décidé que nous allions vivre dans le sous-sol de la maison jusqu'à ce que l'invasion soit terminée. Le lendemain, il est sorti. Et quand il est revenu, il avait toutes sortes de nourriture et de boissons. Il verrouilla toutes les portes et les fenêtres. Il déplaça tous les appareils électriques au sous-sol. Nous n'étions même pas autorisés à regarder la télévision ou à avoir un quelconque contact avec le monde extérieur, et nous avons commencé à vivre au sous-sol. Une de mes sœurs était malade, mais parce que nous n'avions pas le droit d'avoir de contact avec le monde extérieur, elle est morte. Les jours passaient, l'un après l'autre. Nous étions complètement isolés. Chaque fois que nous manquions de nourriture, papa partait nous en chercher, au péril de sa vie. Bien sûr. Il nous enfermait toujours dans la cave pendant son absence. Un de ces jours, papa était parti pour nous chercher de la nourriture, mais quand il est revenu, il pleurait. Il disait que des extraterrestres avaient envahi la Terre, que la race humaine était en voie d'extinction, que nous étions parmi les rares qui restaient sur la planète. Après cela, le comportement de papa est devenu plus étrange. Il s'asseyait seul et marmonnait tout seul. La mort arrive. Tout est perdu. Et le temps passait indéfiniment. Des années semblaient s'être écoulées dans ce sous-sol. Un jour, papa est revenu de son voyage. Il avait un regard étrange et effrayant dans ses yeux, et il avait un pistolet à la main. Il nous a regardés et a dit « Je ne permettrai pas aux extraterrestres de vous tuer. Je vais vous épargner leur torture. Je vais mettre fin à cela moi-même. » Et il a pointé le pistolet dans notre direction. Mes sœurs et moi avons couru vers la porte, en la frappant de toutes nos forces, en appelant à l'aide. Il cria comme un fou et dit « Mort à tous !» Avec tous nos coups, la porte est ouverte. Nous avons couru. Toutes les portes et les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois, toutes sauf une. Nous avons couru dans la rue et nous avons été frappés. Des humains normaux se promenaient partout. Et quand ils nous virent, ils crièrent et dirent « Les fantômes du manoir de Denver !» Nous ne savions pas ce qui se passait. Mais papa sortit après nous et commença à tirer au hasard. Des gens le ligotèrent et appelèrent la police. Quand la police arriva, elle nous dit la vérité, que papa perdit la tête après avoir été licencié du travail, et quand maman le confronta, il la tua, et ce fut la fin. Je ne suis pas beaucoup les infos. Les crises internationales, les crimes, les enlèvements, toutes ces choses me consternent. C'est comme si notre monde était une jungle dangereuse, et je n'aime pas ce sentiment, car je suis une fille paisible, qui aime éviter les problèmes. J'étais loin de me douter que mon monde paisible allait être secoué par l'un de ces tristes événements. Je m'appelle Marsha et j'ai 18 ans. Je vis avec mes parents et ma petite sœur, Marilyn. Ma mère m'a souvent prévenue d'être vigilante et d'éviter les situations dangereuses. Elle m'a dit que les gens pacifiques peuvent vivre dans un monde pacifique s'ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Un jour, j'étais à la fête d'anniversaire d'une amie, et nous étions en train de rire, de manger, de jouer et de passer un bon moment. Je ne faisais pas vraiment attention à mon téléphone.
Mais quand j'y ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que maman m'avait appelé plus d'1 million de fois, vers minuit. Elle était visiblement inquiète de me voir sortir si tard. Alors j'ai décidé de me dépêcher de rentrer. J'avais peur de prendre un taxi seul, mais je devais me dépêcher de rentrer. J'ai donc marché jusqu'à la rue principale, qui était très faiblement éclairée, et j'ai vu un taxi tout près. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que toutes ses vitres étaient éteintées. Et je ne me suis pas sentie à l'aise. J'ai cherché un autre taxi, mais le chauffeur de taxi a ouvert la porte d'entrée et a souri. Son âge avancé et son sourire amical m'ont désarmé, et m'ont donné un sentiment de sécurité. Alors je lui ai demandé de me conduire chez moi, et j'ai sauté sur le siège arrière. Il m'a demandé pourquoi je marchais seule dans une rue mal éclairée si tard dans la nuit, et je lui ai parlé de la fête et de ma perte de la notion du temps. Il m'a prévenu de ne plus sortir tard le soir, car c'était un moment dangereux pour sortir. Il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un tueur en série nommé Bradley. J'ai répondu que oui, mais que je ne savais pas à quoi il ressemblait. À ce moment-là, il a ri, et j'ai entendu les 4 portes se verrouiller soudainement. Il m'a regardé et a dit « Je m'appelle Bradley. Maintenant que tu sais à quoi je ressemble, c'est un plaisir de te rencontrer. » J'ai crié pour qu'il arrête le taxi et me laisse sortir. Il a simplement déclaré que les simples erreurs peuvent parfois avoir le plus grand impact sur nos vies. Il s'est vanté que je serais un ajout parfait pour compléter sa collection de crânes. Dans la panique, j'ai attrapé sa ceinture de sécurité et j'ai commencé à l'étrangler avec. J'ai exigé qu'il arrête la voiture, mais il a refusé. J'ai commencé à l'étrangler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il finisse par perdre le contrôle de la voiture. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvée à l'envers. Heureusement, j'étais encore consciente et ai pu sortir de la voiture renversée. Il a essayé de m'attraper pendant que je rampais, mais j'ai réussi à lui échapper. J'ai couru jusqu'à la route principale et j'ai fait signe à une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Une fois arrivée à la maison, j'ai raconté mon horrible expérience à maman, qui m'a emmenée au poste de police. Après avoir écouté mon histoire et ma description du type, la police a promis d'enquêter et d'attraper le criminel dès que possible. Cette expérience m'a marquée à vie, mais je sais maintenant que je dois être forte si je veux continuer à vivre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un expéditeur anonyme qui disait « Sois prête pour la prochaine balade. Ce n'est pas la dernière fois que l'on se voit. » J'adore ma famille. J'adore nos réunions, nos plaisanteries, nos repas et tout le reste. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Mais un jour, j'ai failli tous les tuer. Non, je ne suis pas folle, je vous l'assure. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je m'appelle Ginger, j'ai 18 ans. Comme vous pouvez le voir, je porte un tablier. C'est parce que j'adore cuisiner. J'aime tout ce qui a trait à la cuisine. Mes moments les plus heureux sont ceux où je vois ma famille manger un repas ensemble. Je cuisine toujours pour eux. Ils aiment ça aussi. Et ils me soutiennent. Ils me laissent essayer différents plats de différents pays. J'aime écouter leurs opinions sur mes compétences culinaires. Je suis également accro aux émissions de cuisine. Un jour, ma cousine Charlotte est venue nous rendre visite avant Thanksgiving. Elle aime s'habiller tout en noir et aujourd'hui n'a pas fait exception. Pour une raison quelconque, elle m'avait appelé plus tôt et m'avait demandé si j'avais déjà entendu parler de la malédiction du jour de Thanksgiving. J'ai répondu non, bien sûr. Alors elle m'a dit que la malédiction s'appliquait aux grandes familles qui mangeaient un grand repas ensemble à Thanksgiving. La malédiction était le résultat d'un esprit maléfique nommé Vicky, qui possédait le corps du cuisinier dans une certaine famille et empoisonnait toute la famille. Elle a dit que Vicky était une femme au foyer qui était une excellente cuisinière et qui aimait sa famille. Et pourtant, elle les a tous empoisonnés pendant le repas de Thanksgiving. Elle les a regardés mourir un par un. Puis elle s'est suicidée en apothéose. Au début, j'ai pensé que Charlotte plaisantait et essayait de me faire peur. Et je lui ai dit que c'était absurde, juste un récit de grand-mère. Mais elle a dit que toutes les légendes étaient fondées généralement sur des faits. Je me suis arrêtée une seconde. C'était vrai, je pensais. Je suis allée dans ma chambre et j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé les mêmes informations sur la malédiction qu'elle m'avait transmise, ce qui m'a effrayée encore plus. Et Vicky était exactement comme moi, ou était-ce le contraire? Je me suis retenue de creuser la question. Je devais me concentrer sur la préparation du repas. Le jour de Thanksgiving, mon père a fait quelques courses, parmi lesquelles il y avait une bouteille d'un liquide blanc, que j'ai supposé être du lait, bien que cela sentait bizarre, mais je pensais que j'imaginais des choses. Ma tante appela pour dire qu'elle arriverait quelques minutes plus tard. Alors j'ai dû me dépêcher pour terminer le repas rapidement. Ma touche finale était le dessert. Ce serait un bonbon à la citrouille. Je le préparai en utilisant le lait que papa avait ramené à la maison. Après que tout le monde soit arrivé, je servis le dîner, et nous nous assîmes tous et priâmes avant le repas. Puis tout le monde commença à manger. Les choses se passaient bien.
Tout le monde discutait joyeusement et me complimentait sur la nourriture. J'étais ravie, mais je n'arrivais pas à me défaire de cette impression que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Charlotte, mais elle s'est contentée de sourire pour me soutenir. Soudain, une à une, les personnes autour de la table ont commencé à se serrer le ventre et à gémir de douleur. La dernière chose avant que je perde connaissance a été mon frère appelant l'ambulance. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'étais allongée dans un lit d'hôpital aux côtés de tous les membres de ma famille, qui étaient également allongés dans les lits d'hôpital. Le médecin est entré et a annoncé avec joie que nous allions tous nous en sortir. Puis, il m'a regardé, m'a fait un clin d'œil et m'a dit « La prochaine fois, jeune fille, je vous suggère de ne pas utiliser de la peinture blanche dans votre cuisine. » Et c'est ainsi que j'ai presque tué ma famille aimante. Je m'appelle Ginny. Vous pouvez m'appeler la mauvaise fille si vous voulez. C'est comme ça que les enfants du quartier m'appelaient. J'ai une longue histoire à vous raconter. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Ma mère est morte de maladie et mon père a été estropié dans un accident de voiture. Il ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Voir mes frères et sœurs souffrir de la faim et de la pauvreté était un spectacle constant à la maison. Mon père était déprimé. Nos voisins nous aidaient beaucoup, mais j'étais constamment inquiète de ce qui se passerait s'ils arrêtaient un jour. J'ai donc décidé de trouver un emploi. Je savais que ça ne serait pas facile, car je n'avais que 15 ans. Qui voudra embaucher une jeune de 15 ans? Malgré mon appréhension et mon manque de confiance, j'ai décidé de trouver un emploi. Je me suis rendue dans de nombreux endroits, des boutiques de vêtements, des magasins de fleurs, des épiceries. La réponse était toujours la même. Nous n'embauchons pas pour le moment. Un jour, me sentant déprimée, je me promenais sans but précis, quand, soudain, je me suis retrouvée près d'un hôpital. Sur une impulsion, j'y suis entrée. J'ai vu une infirmière, mais elle semblait trop morose pour parler. Alors j'ai regardé autour de moi et j'ai trouvé une autre infirmière qui semblait un peu plus gentille. Elle m'a remarqué et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je cherchais un emploi. N'importe quel emploi. Je serais même prête à passer la serpillière et à nettoyer. Elle a compati et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, elle est allée dans le bureau du directeur. J'étais inquiète. Étais-je dans le pétrin? 1 minute plus tard, elle m'a appelée pour rencontrer le directeur. Il avait l'air très gentil et il m'a demandé tranquillement mon nom. Je lui ai dit que c'était Ginny. Il m'a dit que Martha, la gentille infirmière qui m'aidait, lui avait dit que je cherchais n'importe quel emploi disponible. Il a dit qu'il avait un travail pour moi, mais qu'il craignait que cela ne pose problème. J'ai ressenti une pointe de peur et j'ai demandé quel était le problème. Il m'a répondu que je devais travailler de nuit. C'est tout? Je me suis sentie tellement soulagée, j'ai immédiatement accepté. Il a dit qu'il aimait mon enthousiasme et que je pouvais commencer demain. J'étais si heureuse. Je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai embrassé mes frères et sœurs et j'ai embrassé la main de mon père. Je leur ai parlé de mon nouvel emploi. Mon père m'a regardé avec tristesse et m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir à porter cette responsabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je pouvais y faire face. Quand je partais travailler à l'hôpital tous les soirs, il y avait une bande de jeunes qui traînaient toujours dans le quartier. J'espérais qu'ils ne me dérangeraient pas, mais mes espoirs étaient vains. Ils se moquaient de moi chaque fois que je passais près d'eux. Mais j'en ai jamais parlé à ma famille. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, mais grâce à mon assiduité et à mon intelligence, j'ai pu en apprendre un peu plus sur les soins infirmiers, ce qui m'a permis d'être promue. D'abord comme aide-soignante, puis comme infirmière. Mes collègues m'ont beaucoup soutenue. Tout était presque parfait, à l'exception de la bande du quartier qui m'embêtait sans cesse et m'appelait Ginny la mauvaise fille. Je souhaitais qu'ils s'en aillent et qu'ils me laissent tranquille. Puis, un jour, un miracle s'est produit. Alors que je travaillais à l'hôpital, les brutes du quartier sont arrivés avec leur chef. Il était gravement blessé. Son corps entier était couvert de sang et criait pour que quelqu'un vienne l'aider. Quand ils m'ont vu, ils m'ont supplié de le sauver. J'ai travaillé rapidement avec les autres membres du personnel. Son état était grave. Il avait été victime d'un terrible accident de moto. Le personnel et moi avons travaillé fébrilement pour stabiliser son état et le soigner. Après l'avoir stabilisé, j'étais épuisée. Soudain, quelqu'un s'est approché de moi. C'était le gang du quartier. Ils se sont excusés de s'être moqués de moi et m'ont demandé de les pardonner. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas que je travaillais dans un hôpital. J'ai souri et leur ai dit que tout allait bien et que je les considérais comme mes frères et sœurs. Une autre infirmière est allée les voir et leur a dit que leur amie allait bien maintenant. J'étais tellement heureuse que mon problème soit résolu. Ils m'ont appelée pour parler à leur chef. Il avait les larmes aux yeux et m'a dit qu'il était tellement désolé et m'a demandé de lui pardonner. Il était si sincère que j'étais émue. Je lui ai demandé gentiment de se taire et de se reposer. Alors que je m'éloignais, il m'interpella et me remercia à nouveau. Après cet incident, le directeur m'a convoqué et m'a félicité d'avoir sauvé la vie du patient ce jour-là.
J'étais encore loin de réaliser mes rêves, mais j'avais une bonne longueur d'avance. La bande du quartier a commencé à m'appeler l'ange de la miséricorde. Bonjour, je m'appelle Brenda, et voici comment je me suis ridiculisée à l'âge de 14 ans. Avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi de souligner quelques points. Tous les adolescents éprouvent parfois un peu d'anxiété. Il s'agit en fait d'une réaction normale au stress et cela les aide parfois à faire face à des situations accablantes. Pour beaucoup d'adolescents, des choses comme parler en public, les examens finaux ou même sortir avec quelqu'un peuvent provoquer des sentiments d'anxiété. Pour certains adolescents, cependant, l'anxiété peut aller au-delà de ces symptômes typiques et affecter négativement les relations amicales et familiales, la participation des activités et même leur travail scolaire. Et ne me faites pas dire qu'être un adolescent ressort du sang du diable. Ok, c'était une blague innocente, mais je le pense vraiment. Donc, j'étais assise en classe, derrière le gars le plus mignon de ma classe. Son nom était Josh, et je voulais juste lui demander son numéro de téléphone, mais j'étais terriblement timide et j'avais très peur d'être rejetée. Mais le moment du bal de l'école approchait. Je voulais y aller avec lui, mais il n'y avait aucun moyen de le faire en face à face. J'ai essayé de surmonter mon anxiété et je me suis convaincue d'y aller. J'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps, manquant la plus grande partie de la leçon en classe de ce jour-là, avant de me décider à lui demander. Je lui ai demandé, et il a accepté. Il a lentement pris mon téléphone, a tapé son numéro et me l'a rendu. Je me suis sentie soulagée, j'avais obtenu le numéro. Je veux dire, j'avais tort, il n'y avait pas de quoi être inquiète. J'avais aggravé la situation dans mon esprit par rapport à la réalité. C'était agréable de réaliser que j'étais anxieuse pour rien, d'en finir et d'avoir son numéro. Je suis rentrée à la maison plus tard ce jour-là et j'étais si excitée d'appeler ou d'envoyer un SMS à Josh. Mais comme je suis timide socialement, j'ai essayé de lui envoyer un message. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai vérifié le numéro qu'il m'a donné et j'ai remarqué qu'il comprenait le chiffre 911, ce qui m'a indiqué qu'il m'avait donné un faux numéro de téléphone pour éviter que je le contacte. Je me suis soudain rendu compte à quel point j'avais agi bizarrement envers lui. Je n'avais pas de grand lien avec ce garçon avant de lui demander son numéro. Il n'y avait pas de relation entre nous. Alors j'ai dû lui faire peur en lui demandant son numéro. Je lui ai également demandé en plein cours en lui tapant sur l'épaule. Il n'y avait rien de naturel ou même de normal dans ma façon de procéder. Je n'ai pas agi de manière immorale, mais c'était terriblement gênant, socialement inapproprié et donc voué à l'échec. La rencontre a été douloureuse, mais je suppose que j'en ai tiré quelques leçons sur la façon de socialiser de manière appropriée. J'ai également appris qu'il est incroyablement facile de ne pas voir les signes évidents que les autres personnes vous donnent lorsque vous êtes anxieux, car vous êtes tellement absorbé par vous-même que vous ne voyez pas les signaux sociaux. En repensant à la façon dont il était clairement mal à l'aise face à ma demande, ce qu'il a fait comprendre en ne souriant pas et en hésitant à accepter de taper le numéro. Si j'avais été concentrée et que j'avais prêté attention, j'aurais peut-être remarqué son comportement et la façon dont il reflétait clairement ses sentiments à mon égard et face à notre échange. Cela m'amène à me poser la question suivante. Est-il plus facile d'avoir une anxiété fonctionnelle que d'être prisonnier de sa propre coquille, figé par l'anxiété? C'est peut-être le moindre des deux mots. S'occuper est souvent le moyen de rester figé dans sa coquille avec l'anxiété. Mais pour moi, cette expérience s'est transformée en objectif et a renforcé ma confiance en moi. Je vois cela comme une étape, mais ensuite, l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi vous permettra de fonctionner